Un très grand bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session de webinaire pédagogique consacrée ce soir au fonds Small et Mid Cap, en compagnie d'un invité de choix, à savoir William Higgins, qui est président et gérant d'Indépendance AM. Bonjour William. Bonjour. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de Small et Mid Cap? Alors, normalement, les small caps, ça fait partie, enfin, il n'y a pas de définition admise par tout le monde. Mais pour simplifier, on va dire toutes les capitalisations inférieures à 1 milliard d'euros. Les mid caps, c'est entre 1 milliard d'euros et la plus petite capitalisation du CAC 40. D'accord. Voilà. Soit vous êtes dans le CAC 40, soit vous êtes dans les mid, soit vous êtes dans les small. Dans les small. On va parler contexte, environnement de marché. Et là aussi, je vous laisse la parole. Dans un premier temps, sur la conjoncture économique, la croissance ralentit au troisième trimestre. Oui, alors depuis le début de l'année, ou même à la fin de l'année dernière, le marché se fait peur en prévoyant une récession en 2023, due notamment à la hausse des taux. Donc on a vu cette année que effectivement la hausse des taux avait affecté significativement tout ce qui est lié à la construction en France. Mais la hausse des taux a affecté aussi en Europe tous les gens qui avaient des prêts hypothécaires à taux variable. Donc, ce qui explique pourquoi un pays comme la Suède a une baisse de la consommation significative. Donc, effectivement, un ralentissement, mais un ralentissement relativement faible jusqu'au troisième trimestre où là, ça a été un peu plus net en France. Bon, résultat, les gens anticipent une catastrophe pour l'année prochaine. Alors, ceci étant dit, donc la slide d'après va se concentrer sur les prévisions de croissance et sur les marges. Oui, alors pour revenir sur ce qui s'est passé en France depuis le début de l'année, la croissance a été assez rapide sur les 9 premiers mois, sur les petites sociétés, en plus. Croissance de 6%, ce qui est plutôt bien. Bon, moyennant quoi, il y a quand même 5% d'inflation, donc ça ne fait qu'1% réel, mais c'est mieux que -1. Un effet parité dollar-euro défavorable au quatrième trimestre, mais dans l'industrie, les gens se plaignent pas trop, un bon carnet de commandes. Dans les services, un gros ralentissement au T3. Quant à la distribution, elle souffre, notamment parce que les prix alimentaires ont fortement monté, et donc on s'attend pas à une fin d'année fabuleuse pour la distribution. Ce qui a été frappant cette année, c'est en dépit de la hausse du chiffre d'affaires de pas mal de sociétés, les marges ont été affectées. Alors après, parce que c'est beaucoup plus facile, on peut se dire que c'était prévisible. Les sociétés l'année dernière n'avaient pas augmenté leurs salariés parce qu'ils expliquaient qu'il y avait le Covid, qu'il y avait des tas de bonnes raisons pour pas le faire. Mais ils avaient quand même annoncé à la fin de l'année 2022 que ne pas augmenter ses salariés, c'était une chose qu'on ne pouvait pas faire éternellement quand il y avait de l'inflation. Et donc cette année, les salaires ont été augmentés, d'où un effet sur les marges. La conjoncture a été un peu moins bonne et les marges se sont contractées. Alors, donc on poursuit éventuellement donc, concernant le contexte de marché, avec les flux trimestriels dans les fonds mid et small cap en millions d'euros. Alors l'intérêt de ce graphique, ça vous démontre que depuis 2018, il y a une décollecte significative sur les fonds small et mid cap en France. On a perdu 8 milliards d'euros. Donc ça explique assez largement la sous-performance des petites valeurs par rapport aux grandes depuis 5 ans, qui est particulièrement forte en France. Pourquoi ? Personnellement, j'aurais tendance à penser que le marketing des private equity, en fait, des sociétés qui investissent dans des sociétés non cotées, a été particulièrement efficace depuis 5 ans et que, en fait, les gens n'achètent pas des small caps naturellement. Quand ils veulent acheter des actions, ils achètent des grosses valeurs
et après ils se disent qu'est-ce que je vais faire de mon argent. Et ils se disent est-ce que je vais faire du capital développement, est-ce que je vais faire de l'infrastructure, est-ce que je vais faire de l'immobilier. Et depuis 5 ans, c'était plutôt tiens, je vais faire du capital développement parce que ça marche bien, parce que ils disent qu'ils battent les fonds cotés, et que la réglementation a permis aux particuliers d'investir dans le capital développement directement, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Donc, un très bon marketing du private equity qui s'est traduit par une décollecte sur les fonds sous. D'accord. Toujours concernant le contexte de marché, donc là, on s'intéresse aux encours des fonds small et mid cap, France et Europe notamment. Voilà, donc ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs phénomènes au cours des dernières années. Bon, la décollecte et une stagnation des fonds PEA, PME, probablement due au fait que cette classe d'actifs a particulièrement souffert. Depuis 3 ans, la sous-performance des petites valeurs par rapport aux grandes est significative, probablement supérieure à 25%. Donc ça explique que le bas reste très stable, alors que bon, il y a des incitations pour les compagnies d'assurance pour investir dans cette classe d'actifs. Un autre phénomène, c'est les fonds nationaux, c'est-à-dire les fonds qui n'investissent qu'en France, ne sont pas à la mode. Donc aujourd'hui, une société de gestion a tendance à mettre en avant les fonds européens parce que c'est là où les actionnaires nous attendent, enfin les investisseurs nous attendent, et que plus personne ne veut rester en France. Tout le monde estime que l'Europe offre plus de possibilités. D'accord. Alors, on poursuit donc avec donc effectivement la valorisation. D'ailleurs, il y a une question qui vient d'être évoquée là-dessus. Opportunité en termes de valorisation. Et là, en fait, c'est un schéma, un graphique qui va concerner justement les multiples de valorisation. Oui, alors là, c'est un multiple par rapport à l'actif net. L'intérêt de l'actif net, c'est quand même très stable. Et ce graphique démontre qu'on est dans une période, on va dire, de crise ou de faible valorisation. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, les très faibles valorisations, normalement, sont très bien corrélées avec des crises économiques, ou quand le PIB baisse significativement. Et là, on a le droit à des faibles valorisations dans une conjoncture qui n'est pas si mauvaise que ça. Donc, soit c'est que le marché anticipe, mais je suis toujours sceptique sur le fait que les marchés anticipent. On pourrait à la fois dire qu'ils anticipent, on pourrait également dire qu'ils sont en retard, parce qu'il n'y a pas vraiment de corrélation simple entre les marchés et l'économie réelle. Ça, j'ai décidé depuis quelques années qu'en fait, il n'y a pas de corrélation évidente. Néanmoins, bon, c'est particulièrement bas. Et probablement parce qu'il y a des décollectes, ce qui justifierait ce point bas. J'ai une autre explication, c'est les Français les dirigeants de sociétés cotées françaises n'aiment pas trop communiquer et ils ont du mal à réaliser qu'ils sont maintenant en concurrence avec les chefs d'entreprise de toutes les sociétés européennes. Et que comme les Français veulent investir en Europe, ils ont moins d'argent à mettre en France, et donc il faut attirer les investisseurs européens qui peuvent investir en France. Mais si vous ne faites pas une communication en anglais tous les 3 mois, vous aurez beaucoup de mal à avoir un investisseur européen. Et bon, pour le moment, les Français ont du mal à parler anglais, ils ont du mal à faire des réunions tous les 3 mois, donc le flux inverse, disons, ne fonctionne pas bien. Alors, William, concernant justement donc la décote et les valorisations, on est aujourd'hui sur une valorisation donc au plus bas par rapport notamment au private equity. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, justement donc il y a une vive concurrence par rapport au private equity notamment. Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que ça peut pas durer éternellement. Donc soit toutes les sociétés cotées vont se faire racheter pour le private equity, soit les valorisations du private equity vont baisser. Mais on peut pas avoir sur finalement le même marché des valorisations qui s'écartent autant.
Et ce qui explique, enfin ce qui est intéressant aussi quand on regarde ce graphique, ça explique assez bien pourquoi le private equity n'arrive plus à faire introduire en bourse les sociétés de son portefeuille. C'est-à-dire les valorisations du private equity sont nettement supérieures à celles du marché public, donc il n'y a pas de sortie possible sur les marchés cotés. On peut espérer, bon pour moi cet écart va décroître. Si vous êtes optimiste, c'est les valorisations du côté qui va augmenter. Si vous êtes pessimiste, c'est les valorisations du private equity qui vont baisser. Mais c'est pas possible. Et alors l'avantage aussi de ce graphique, compte tenu de cet écart de valorisation, il est logique qu'il y ait beaucoup d'opérations de retrait de la cote. Et c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui pour S2I, qui était la première ligne du Fonds France, avec une surcote, disons, de 30 et quelques %. Donc c'est une opportunité pour le côté, en fait. Alors, justement, vous parliez d'écart de valorisation, William. Et les deux prochaines slides vont notamment mettre en évidence l'écart de valorisation en France et en Europe entre les small et les large cap. Je vous laisse commenter les deux graphiques pour le coup. Alors, là, on est en train de comparer le CAC 40, le CAC Mid et le CAC Small depuis 2022. On voit que globalement, les grandes valeurs, ça se porte plutôt bien. Les moyennes, moins bien. Et les petites, c'est la catastrophe intégrale. On est à moins de 16%. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de dégradation des performances des petites valeurs par rapport aux grandes. C'est-à-dire, globalement, tout le monde croit à peu près au même taux. Tout le monde la rentabilité des petites s'est pas détériorée. Alors, il y a probablement un phénomène psychologique, c'est-à-dire les gens considèrent que les titres les moins liquides sont plus risqués. En réalité, moi, je suis plutôt sur des titres pas liquides et je découvre que quelquefois, le fait de ne pas pouvoir vendre alors que je pensais qu'il fallait est plutôt un avantage parce que j'avais tort. Donc, le manque de liquidité peut être bon pour la performance, contrairement à ce que tout le monde peut penser. Et par ailleurs, ça dépend aussi de votre stratégie. Si vous avez une stratégie d'acheter des titres et si tout va, et de les garder finalement assez longtemps, sur nos fonds, on garde les actions plus de 4 ans. Le fait de faire bouger un peu le cours quand vous achetez et de le faire bouger un peu quand vous sortez est moins grave que si vous achetez aujourd'hui et que vous vendez demain. Donc, voilà, si vous achetez et vous gardez 5 ans, le market impact, c'est-à-dire le fait de faire monter ou baisser les cours, est relativement faible par rapport à la bonne ou mauvaise marche de la société. Donc, il y a des avantages d'être sur des titres pas liquides. Vous prenez une mauvaise décision, vous n'arrivez pas à la mettre en pratique. Mais bon, effectivement, quand vous prenez une bonne décision, c'est un peu énervant parce que vous ne pouvez pas le faire rapidement. Et cet écart de valorisation, il vaut à la fois pour la France et pour l'Europe, hein, William? Oui, mais l'écart est moins fort qu'en France. La France est un peu spéciale parce que dans l'indice, vous avez une très forte présence des valeurs de luxe. Et que les valeurs de luxe, bon, cette année, c'est un peu moins vrai, étaient valorisées nettement plus que l'indice. Et que donc, voilà, le CAC 40 était très bien valorisé parce que c'était un CAC 40 luxe. Et ça explique aussi pourquoi le CAC 40, l'écart entre les grandes valeurs françaises et les petites a été beaucoup plus important que l'écart entre les grandes valeurs européennes et les petites. Alors le dernier, la slide que vous voyez devant les yeux, c'est l'écart de performance entre les petites valeurs et les grandes en Europe. Ça, c'est Goldman Sachs qui a sorti ce papier-là. Et vous voyez que ça s'est produit dans le passé, mais uniquement lors des périodes de crise, des fortes crises économiques. Disons 22, enfin l'année dernière, on n'a jamais vu ça. Voilà. Pour être clair, on n'a jamais vu
un accroissement d'écart de valorisation, d'écart entre les grandes et les petites aussi élevé sur une année normale, enfin sur n'importe quelle année, parce que là vous avez un nuage d'années. C'est la première fois que ça se produit. Et normalement, quand vous regardez ce que vous pouvez pas, parce que c'est trop, regardez, il y a trop de lignes, les lignes qui ressemblent un peu à 2023, c'était des années du genre 2008, où il y avait une grande crise économique. Donc ça fait 2 ans que les petites valeurs sous-performent largement les grandes, et c'est la première fois que ça se produit sans crise. Donc on peut penser que cet écart est anormal et va finir par se réduire. Et est-ce qu'il va finir par se réduire justement donc, en 2024? C'est la question qu'on se pose. Là, on a établi un peu l'environnement, l'historique, donc effectivement ce gap, qui est un gap record. Aujourd'hui, si on devait éventuellement essayer d'avancer un scénario central. Un scénario central, j'ai du mal à raisonner sur une année, mais bon, si on regarde sur 50 ans, pour simplifier, les petites valeurs ont toujours battu les grandes. Voilà. Enfin, je vais préciser ma pensée. Sur les 5 dernières années, les grandes ont battu les petites et statistiquement, c'est un accident. Donc si on regarde sur plus longue période, 50 ans, 80 ans, les petites battent les grandes, point final. Donc, on peut penser qu'on a eu 5 ans d'aberration et que ça va se résorber. Voilà. Si vous regardez sur la période où j'ai géré mon portefeuille, c'est-à-dire les 30 dernières années, les petites valeurs, le CAC a fait à peu près 450%, les moyennes, enfin le CAC Mid and Small ou son prédécesseur ont fait à peu près 650%, et le fonds que je gère a fait à peu près 3000%. Mais voilà, le fait que sur les 30 dernières années, les petites valeurs ont largement battu les grandes. Voilà. D'accord. Et donc là, est-ce qu'on peut penser, parce que les regards sont tournés sur les banques centrales et notamment leur politique monétaire, est-ce que la stabilisation des taux pourrait justement donc être un facteur important dans justement donc ce retournement de tendance small? Alors, en fait, ce qui est important, c'est ce que les gens anticipent. Et bon, il est difficile de savoir ce que les gens vont penser. Et en fait, à un moment, les gens vont anticiper une baisse des taux. Et logiquement, toutes choses égales par ailleurs, si la guerre à Gaza s'arrête, si l'Ukraine n'est pas battue, l'anticipation d'une baisse des taux sera très favorable pour les marchés. En fait, les taux à 10 ans en France sont pas très élevés quand on réfléchit. Et si vous pensez que l'inflation va demeurer à 3% et ne descendra plus jamais à 2%, les taux à 10 ans sont pas très séduisants. Donc, si jamais vous anticipez une nouvelle baisse, il se peut que les gens achètent des actions, surtout en France. Et donc, en France, les gens étaient sûrs que l'immobilier pouvait jamais baisser. Et le fait que cette année, on a découvert que ce n'était pas vrai, pourrait inciter, si vous êtes très optimiste, les gens à acheter un peu plus d'actions qu'avant. Alors en plus, sur le côté petite valeur, qui est quand même mon secteur, la plupart des investisseurs institutionnels n'ont plus de petite valeur. Voilà. De toute façon, ça les embêtait, parce que c'est compliqué, parce que bon, pour des tas de raisons, et qu'en plus, quand vous achetez des petites valeurs et que ça baisse et que les grandes montent, vous avez l'air d'un imbécile et personne n'a envie d'avoir l'air d'un imbécile. Donc, ils ont pratiquement plus de petites valeurs. Donc, dès que les petites valeurs vont surperformer les grandes, les gens vont se dire, dans mon allocation, je mets un peu de petites valeurs, et là, c'est un phénomène boule de neige. D'accord. On sera un jour ou l'autre, ça finira par s'inverser. Un jour ou l'autre, et on peut escompter que ce soit éventuellement en 2024. L'offre d'Easy Bourse propose à nos clients, en termes de SICAV et de FCP gérés activement, 108 fonds. Les sociétés de gestion émettrices sont très multiples. Donc, vous avez des banques de réseau, vous avez des boutiques. Donc voilà, donc vous avez vraiment une
une série de sociétés émettrices qui justement sont proposées à l'intérieur de l'offre. Pour le coup, on vous a mis en avant les catégories, donc Morningstar, donc France, zone euro, Europe, donc États-Unis. On a également donc des fonds small et mid cap qui sont justement donc sur les États-Unis. On a même un donc qui est spécialisé dans l'Asie hors Japon. Durabilité élevée. En tout cas, on s'efforce justement de proposer une durabilité élevée suivant 3 axes. L'axe en fait Morningstar, Globe Morningstar, l'axe également article SFDR, donc le fameux article européen, donc soit 8 soit 9. Donc pour rappel, en l'occurrence la directive, la réglementation européenne justement donc incite les sociétés de gestion à classer leurs fonds donc en article 8, article 9 ou article 6 sur le thème de la durabilité. Article 8, ce sont des fonds qui ont un certain automatisme justement donc dans la considération de l'ESG dans la sélection donc des titres. Et l'article 9, ce sont des fonds qui ont carrément comme objectif principal notamment effectivement donc des considérations ESG. Enfin, on a également 49 fonds qui sont labellisés ISR à date en tout cas. Voilà, donc on vous a mis en avant par ailleurs justement donc voilà les indices qui sont les plus suivis. Là ici, on a les fonds small et mid cap les plus achetés depuis le début de l'année. Donc on est sur un top 30. Sur les 108 fonds, 51 fonds ont été souscrits cette année 2023. Donc en fait, il y a eu quand même un appétit de la part de nos clients justement pour les small et mid cap qui n'est pas négligeable pour le coup. Alors on voit et donc en toute transparence que le premier fonds qui apparaît justement donc dans les souscriptions, c'est un fonds LBPAM pour le coup, donc un fonds maison, c'est notamment le fonds LBPAM ISR Action Small Cap, et juste après, on a le fonds Indépendance et Expansion France Small Cap. Voilà. Donc ensuite, vous voyez justement donc ici, voilà les autres fonds qui arrivent dans l'ordre justement donc de leur montant de souscription brute. Voilà. Donc c'est vraiment les souscriptions brutes qui ont été considérées. On va donc se concentrer sur les 2 fonds qui vous sont mis à disposition, donc commercialisés par Indépendance AM, un fonds France, un fonds Europe, et je laisse de nouveau la parole à William pour évoquer justement ces 2 fonds. Alors, à droite, vous avez les pourcentages sur longue période du CAC 40, du CAC Mid and Small et du fonds. Donc là, vous avez les chiffres exacts, c'est-à-dire 450, enfin sous réserve que j'arrive à les lire, c'est 459 pour le CAC et 658 pour le CAC Mid and Small. C'est intéressant, ça prouve effectivement que les petites battent les grandes. Donc on a 2 fonds, un fonds France qui capitalise 240 millions d'euros, que je gère depuis maintenant 30 ans, qui est premier sur 1 an, ça c'est une bonne nouvelle. Premier sur 3 ans, on n'est pas très bon sur 5 ans et on est premier sur 10 ans. Donc c'est pas mal. Voilà. Un fonds Europe qui a été lancé en 2018. On est 2e sur 142 sur 5 ans, 2e sur 165 sur 3 ans. On est moins bon sur cette année. Donc, on a des performances correctes. On achète des titres qui sont pas chers. Puisque le monde est très incertain, les sociétés qui ont un price earning de 10 peuvent probablement faire en moyenne aussi bien que les autres. Bon, ça, c'est notre premier critère, faible valorisation. Donc, aujourd'hui, on a un price earning qui est sur la SICAV France, proche de 10, entre 9 et 10. Alors que le marché est plutôt à 15. Donc on a 33% de décote. Okay. Deuxième facteur, c'est bien beau d'analyser les sociétés, c'est bien beau de regarder si la stratégie nous plaît, si les managers sont compétents, mais finalement il y a des choses relativement simples qui vous donnent beaucoup d'informations. C'est la rentabilité des capitaux engagés. C'est-à-dire, quand j'investis 100, est-ce que ça rapporte 7, c'est la moyenne du marché, ou est-ce que ça rapporte 20, ce qui est la moyenne de notre portefeuille. Donc, on appelle ça qualité, c'est le levier économique, et en fait, c'est assez simple.
Si vous gagnez beaucoup d'argent, parce que si vous investissez 100 et que ça rapporte 20, ça vous rapporte plus d'argent que si vous investissez 100 et ça rapporte 5. Si vous gagnez beaucoup d'argent, vous allez réinvestir dans votre business et petit à petit, votre productivité par rapport à vos concurrents va s'améliorer. L'exemple que je cite toujours, c'est LDC qui fabrique des produits élaborés à base de poulet. Un abattoir moderne, ça coûte 50 millions d'euros. Ils sont les seuls à pouvoir faire ça en France. Donc aujourd'hui, bon, ils ont encore des concurrents parce que la grande distribution ne va pas accepter d'avoir un seul fournisseur, mais leurs concurrents sont, entre parenthèses, à l'abri des prix pratiqués par LDC, mais LDC vit très bien. Mais ça se passe un peu dans tous les secteurs. Si vous gagnez beaucoup d'argent, vous allez finir par avoir une productivité meilleure que vos concurrents. Donc ça, c'est le côté qualité. En plus, quand vous êtes très rentable, vous allez croître plus vite que la moyenne du marché. Et donc, bizarrement, on investit dans des sociétés qui ont une bonne croissance. Mais au lieu de regarder les prévisions, on regarde plutôt la rentabilité des capitaux engagés. En plus, si vous avez une forte rentabilité des capitaux engagés, ça veut dire que la concurrence n'est pas si forte que ça. Voilà. Le pire pour une société, c'est d'être dans un vrai marché concurrentiel où simplement vous gagnez un tout petit peu plus que votre coût marginal. C'était Rockefeller qui disait « La concurrence est un péché », nous sommes d'accord avec lui. Nous sommes aussi partisans de la gestion durable parce que nous gardons les sociétés pendant longtemps dans le portefeuille. Mais nos critères essentiels, c'est rentabilité des capitaux engagés, c'est faible valorisation. Alors après, la value. Pourquoi est-ce que les sociétés sont faiblement valorisées? J'ai donné un premier facteur, c'est les gens se disent ils vont souffrir dans l'avenir, mais personne ne connaît l'avenir. Après, il y a des raisons un peu plus simples, c'est-à-dire si vous avez une seule société dans un secteur, ça embête tout le monde de la suivre parce que le temps passé pour la suivre va être relativement élevé par rapport à la rentabilité de votre activité. C'est-à-dire, s'il y a une seule société dans un secteur, il va falloir analyser le secteur, il va falloir analyser la société, et il n'y aura pas de plus-value sur une autre société qui fait à peu près la même chose. Donc, les sociétés qui sont les secteurs qui ne sont pas représentés dans un marché ont généralement une valorisation moins élevée. Après, les brokers, les sociétés de bourse, pardon, on va essayer de parler français. Les sociétés de bourse vivent sur les commissions qu'on leur paie, et si la capitalisation est faible, ils ne gagneront pas leur vie, donc ils ne suivent pas. Ensuite, les sociétés familiales ont tendance à ne pas se soucier énormément de leurs actionnaires, donc ils ne font pas un marketing financier très fort. Et si vous voulez avoir un bon price earning, le minimum, c'est de dire « je vais croître très vite et je vais améliorer ma marge ». Si vous dites ça, a priori, il y aura pas mal d'investisseurs qui vont croire ce que vous dites et ça vous permettra d'avoir une bonne valorisation. C'est-à-dire, si vous dites rien, vous avez un price earning de 20, les gens vont se dire il va croître de 3% par an et bon, c'est pas excitant. Si vous avez un price earning de 20 et vous dites je vais doubler de taille, c'est un price earning de 10 dans quelques années et vous dites bon, il y aura un bon news flow et je peux y aller. Voilà, nous c'est pas du tout notre stratégie, mais c'est une stratégie qui peut exister. Ensuite, bon là on va faire un peu de psychologie. La vérité, c'est que les taux de croissance des entreprises cotées changent énormément dans le temps. Et les gérants ou les investisseurs ou les êtres humains, pour simplifier, ont un biais de confirmation, c'est-à-dire une fois qu'une société est considérée comme belle, ayant un bon potentiel de croissance, ayant eu un beau taux de croissance, on considère qu'ils ont un bon potentiel de croissance. Alors en fait, en réalité, les taux de croissance sont assez instables, donc ça explique pourquoi il y a des sociétés qui ont des price earnings élevés parce qu'elles ont eu des bonnes croissances dans le passé, et des sociétés qui ont des taux de croissance, des valorisations basses parce que leur taux de croissance a été bas. Mais ça ne garantit pas que ça va durer.
Nous, on pense que le meilleur indicateur de la croissance future, c'est la rentabilité des capitaux engagés. Et donc, du coup, moi, je vous propose de regarder un peu les deux fiches valeurs donc, de ces deux fonds, pour le coup, donc, voilà, ici, sur le site de Easy Bourse. Donc, vous avez la possibilité de les retrouver, en fait, en allant tout simplement sur le moteur de recherche, hein, donc, et en mettant les libellés, indépendance et expansion. Et donc, vous avez la possibilité ensuite, voilà, de les avoir ici. En entrant dans un des libellés, vous avez la fiche valeur qui apparaît. Et cette fiche valeur, elle a de cela d'intéressant. Tout simplement, alors, d'avoir ici le top 10, justement, donc, des positions du portefeuille. On va revenir sur le sujet dans un instant. Vous avez ensuite, justement, donc, l'allocation par actif. Donc à l'instant T, la répartition géographique et la répartition par secteur d'activité. Les éléments de performance également, et enfin des éléments d'information sur la durabilité du fonds, et notamment par exemple sur son exposition donc à des domaines dits controversés selon la définition de notre fournisseur d'information Morningstar. Est-ce qu'il y a eu des renforcements de certaines de ces positions justement cette année 2023, William? Clairement, ça a été Elecnor où on s'est renforcé cette année. On a fait une position, oui, on va dire pas à la mode, sur Morel et Prom. En fait, on est value, donc on achète les titres les moins chers, et le pétrole est clairement le secteur qui est le moins cher. Et en plus, Morel et Prom avait des intérêts au Venezuela. Morel et Prom, ça capitalisait à peu près 1 milliard d'euros, et il y avait des sanctions américaines sur le Venezuela. Et dans les comptes de Morel et Prom, le Venezuela ne représentait plus rien. En fait, ils ont récupéré plus de 700 millions d'euros au Venezuela à la levée des sanctions américaines. Donc, ça a été une très bonne position pour tous les fonds indépendance. Et j'ai tendance à penser qu'il est très risqué de ne pas avoir de pétrole parce que de temps en temps, le prix du pétrole explose. Donc, si je veux avoir un peu moins de volatilité, je pense qu'il faut avoir du pétrole. En plus, la vision de disparition du pétrole me paraît illusoire. Non fondée. Voilà, ouais. Non fondée parce que c'est compliqué. Enfin, il y a des pays où il n'y aura pas d'électricité dans 20 ans. Voilà. William, on a vu tout à l'heure que justement dans le palmarès, donc il y avait notamment le fonds France qui apparaissait justement donc en deuxième position. Donc c'est celui-ci, celui que je suis en train de montrer pour le coup. Là aussi, on est justement donc sur le top 10 des positions du portefeuille. Est-ce qu'il y a un commentaire éventuellement à envisager là-dessus? Oui, alors S2I, parce que bon, pour les gens, Société pour l'informatique industrielle, elle n'est pas vraiment connue sous ce nom-là. S2I, il y a une OPA qui vient d'être annoncée ce matin, donc on a gagné 30% par rapport au dernier cours coté. Donc c'était un titre qu'on détenait depuis 2012, donc on peut garder des actions assez longtemps. Bon, c'était une très très belle société, on regrettera son départ, même si on est ravi du prix. Oui. Mersenne, c'est une société qui a quand même récupéré 400 millions d'euros de ses clients pour augmenter ses capacités de production. Donc pour nous, c'est entre parenthèses, une garantie qu'ils ont des clients, que les clients pensent que leur marché va se développer, sinon ils financeraient pas. Et la valorisation est pas très élevée. Alors pourquoi? Probablement parce que Mersenne a comme étiquette d'être cyclique. Mais quand vous avez des gens qui vous donnent 400 millions, vous êtes moins cyclique que quand c'est pas le cas. Publicis, c'est un peu l'accident dans le portefeuille. C'est une grosse capi, donc on peut pas l'acheter aujourd'hui. Néanmoins, il n'y a pas de raison de la vendre, donc on la vend pas. On l'a acheté à 25 € pendant le Covid. C'était la première fois que j'analysais Publicis en 30 ans. Mais ça valait rien, ça valait 8 fois le résultat net, ça avait une marge supérieure à 15%, une marge d'exploitation, une rentabilité des fonds propres de 17%, et on voyait quand même que le marché est un peu myope, parce que Publicis valait rien, parce qu'on se disait 2020 est une année mauvaise.
Pourquoi est-ce qu'on l'a acheté? On s'est simplement dit, des épidémies, ça dure rarement plus que 3 ans. Donc, une fois que vous aviez cette vision-là, vous achetez du Publicis. Steph, c'est probablement une des lignes qu'on détient le plus depuis 30 ans. Bon, on l'a vendu puis on en a racheté, ainsi que Guillain. Alors, si on revient sur le fonds européen, est-ce que justement il y a une dominante géographique pour nos participants, notamment aujourd'hui, est-ce que justement il y a plus d'opportunités d'investissement sur une zone géographique plutôt qu'une autre, sur un secteur d'activité plutôt qu'un autre, de manière éventuellement peut-être à concentrer ses recherches à l'intérieur justement de certains segments en particulier? Bon, en fait, le fonds Europe doit avoir à peu près 37, moins de 40% en France, ce qui est à peu près le poids de la capitalisation boursière des petites sociétés par rapport au marché européen. On n'investit pas en Angleterre, hein. On précise. L'Europe, pour nous, c'est hors UK. Donc, c'est une pondération à peu près normale. On a été à l'origine très fortement investi dans le nord de l'Europe. Depuis 1 an ou 2, on est passé en Italie, alors qu'on faisait pas du tout d'Italie, parce que le nord de l'Europe était devenu cher. On est revenu dans le nord de l'Europe parce que ça a pas mal baissé cette année. Donc on aime bien le nord de l'Europe et on aime bien l'Italie. L'Italie, pour nous, c'est extraordinaire. Les introductions en bourse en Italie sont très mal valorisées ou sont très bien valorisées selon votre point de vue. Donc sont très bien valorisées pour un investisseur comme nous. C'est-à-dire les investisseurs italiens refusent de payer cher une boîte qui n'a pas d'historique boursier. Et ça nous convient parfaitement. Donc, on fait des introductions en bourse en Italie, ce qui n'est pas le cas en France et probablement pas le cas dans le reste de l'Europe. Une question de Thierry. Bon, alors je vais les évoquer éventuellement rapidement. Donc, les valeurs moyennes allemandes. Qu'est-ce que vous Alors, pour être clair, le marché allemand a été longtemps trop cher pour nous. Donc, on a fait assez peu d'Allemagne. On en a fait, mais je suis en train de réfléchir en même temps. Ça n'a pas été très rentable, en fait. D'accord. Là, l'Allemagne souffre beaucoup. L'augmentation du prix du gaz sur l'industrie allemande, c'est vraiment un problème pour l'industrie allemande. D'accord. William, en termes de perspective, vous évoquiez tout à l'heure justement, et ça rejoint une des questions de Thierry, que les investisseurs institutionnels ont un peu déserté le segment justement des small et mid cap. Est-ce que effectivement, eu égard ce gap éventuellement de valorisation, cet écart de performance, à cette stabilisation à venir justement des taux, est-ce qu'on peut escompter éventuellement que les investisseurs institutionnels reviennent un peu justement sur ce segment et soutiennent du coup en fait les performances? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que ça va finir par se produire, mais il faut que les petites valeurs, pendant quelque temps, surperforment les grandes. Disons, traditionnellement, les investisseurs achetaient des petites pour doper un peu la performance. Donc, à partir du moment où les petites n'ont pas joué ce rôle-là, les investisseurs qui aiment les grandes ont abandonné les petites. Voilà. D'accord. Et du coup, peut-être le message de la fin, William, quelles sont les précautions selon vous à avoir à l'esprit, à garder à l'esprit lorsqu'on s'intéresse justement au segment des small et mid cap? Hormis les liquidités, bien entendu, peut-être. Il y a des sociétés qui capitalisent leur cash. Bon, ce qui est quand même une aberration. Mais vous pouvez acheter 2 ou 4 actions par jour multipliées par, disons, 100 ou 200. Ça fait 800 € la journée. Pour un institutionnel, a priori, ça ne va pas l'intéresser. Si vous êtes un particulier, pourquoi pas, quoi. Voilà. Parce en plus du cash, ils ont une activité assez rentable. Donc, effectivement, bon, le manque de liquidité, il faut pas mettre... ça dépend ce que vous investissez, ça c'est tout, mais ça peut être un avantage. Après, il faut répartir les risques, mais à partir de 20 valeurs, vous ne diminuez pas énormément la volatilité du portefeuille. Il vaut mieux investir dans le secteur que vous connaissez.
C'est-à-dire, si vous êtes un informaticien, investissez dans l'informatique, c'est facile. Et après, en fait, oui, moi je suis assez optimiste sur la possibilité de devenir bon, enfin de connaître très bien une valeur par rapport à des institutionnels comme moi, simplement en lisant les rapports annuels. Mais si vous avez le courage de lire les rapports annuels, honnêtement, vous serez, entre parenthèses, un expert sur la valeur. Parce que la plupart des gens, parce que c'est quand même assez désagréable de lire un rapport annuel. C'est pas le genre de truc que vous faites par plaisir. Mais si vous avez le courage de le faire, vous serez bon sur la valeur dont vous aurez lu le rapport annuel. Entendu, William. Bah, ça sera éventuellement le mot de la fin pour aujourd'hui. Donc la session arrive à sa fin et donc je vous remercie sincèrement pour cet éclairage. Donc voilà, donc c'était William Higgins donc de Indépendance AM. Très très bonne soirée à tous. Bon, merci Imen d'avoir organisé ça. C'était très très bien organisé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.